Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres de notre journal. Le texte de loi relatif à la révision de la Constitution a été adopté aujourd'hui à la majorité par les membres du Conseil de la Nation lors d'une séance plénière. Nous écouterons dans un instant le président par intérim du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, et le Premier ministre, Abdelaziz Jarrad. Le coup d'envoi officiel du baccalauréat sera donné demain à Annaba par le Premier ministre Abdelaziz Jarrad. Il effectuera une visite de travail dans la wilaya. Nous serons en direct avec notre envoyé spécial Amel Bouarba. Encourager les exportations hors hydrocarbures, une priorité pour le gouvernement. Nous verrons les orientations et décisions prises lors du colloque national sur les exportations hors du domaine, dans le domaine des travaux publics. La plus haute instance sportive du pays a un nouveau président, Hamad Abdelrahman. Nous revenons sur son élection, nous verrons son portrait et notre invité, Mokhtar Hamani, nous parlera des défis urgents auxquels il sera confronté. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Le texte de loi relatif à la révision de la Constitution a été adopté aujourd'hui à la majorité par les membres du Conseil de la Nation lors d'une séance plénière présidée par le président par intérim du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, en présence du Premier ministre Abdelaziz Jarrad. Le président du Conseil de la Nation par intérim, Salah Goudjil, a appelé le peuple algérien à voter massivement l'amendement de la Constitution soumis au référendum le 1er novembre. Il a salué le choix du président de la République de la date du 1er novembre. Salah Goudjil a appelé tous les citoyens à réussir ce rendez-vous important pour notre pays. Je vous propose de l'écouter. Nous saluons tous les militants et toutes personnes dévouées qui sont restés mobilisés. Car le combat n'était pas seulement à l'intérieur du pays, l'Algérie était visée de l'étranger à travers plusieurs tentatives récurrentes d'ingérence. Et grâce aux hommes intègres et dévoués, grâce aux Moudjahidines et à l'armée nationale populaire, nous avons fermé toutes les portes devant toutes ces tentatives. Non pas par la force, mais par les preuves et les décisions pour l'intérêt du peuple, inspirés des valeurs de la révolution de novembre. Et Dieu merci, en tant que Moudjahed et en votre nom, je tiens à saluer le choix fait par le président de la République de la date du 1er novembre pour soumettre ce projet de vote. Notre présent et notre avenir sont étroitement liés à notre glorieux passé. De ce fait, nous appelons tous les citoyens à voter massivement, car cette constitution est la constitution de tous, une constitution d'avenir pour nous et pour les générations futures. C'est pour cela qu'il faudra être mobilisé pour un avenir radieux. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a affirmé ce matin que le projet de révision de la Constitution avait focalisé sur l'équilibre des pouvoirs, l'indépendance de la justice et la promotion de l'action politique, le renforcement du respect des principes démocratiques ainsi que la consolidation du pluralisme politique. Il avait salué la qualité des débats dans les deux chambres du Parlement. On écoute le Premier ministre. عن شكر السيد رئيس الجمهورية والحكومة على دعمكم لهذا المشروع. Je voudrais vous exprimer ici les remerciements du président de la République et du gouvernement pour votre soutien à ce projet pour lequel il s'était engagé devant le peuple. Un projet de constitution approuvé déjà par les députés de l'Assemblée populaire nationale. Je ne manquerai pas aussi de revenir sur le niveau des débats qui a entouré le contenu des textes du projet, notamment les observations et les interventions précieuses et pertinentes émises par les membres de l'Assemblée durant les diverses étapes de son étude et auxquelles j'avais pris part. Comme je ne manquerai pas de saluer depuis cette tribune et d'exprimer ma reconnaissance aux membres du comité d'experts chargé par le président de la République de la présentation de la mouture de la réforme de la Constitution pour leur énorme travail et effort dans l'élaboration du projet et à leur tête le professeur Laraba et le professeur Walid. Nos remerciements vont également à l'endroit de toutes les couches politiques, aux acteurs de la société civile, aux experts, aux cadres, aux citoyens et citoyennes et aux organes de presse qui ont participé de manière efficace au débat autour du projet. Cette constitution est une nouvelle étape qui constitue pour le président
le point de départ pour un processus de construction d'une République algérienne capable de faire face aux exigences actuelles et aux défis de l'avenir. Un État capable de projeter sa politique de développement économique et social pour répondre aux besoins du citoyen et assurer ainsi la stabilité du pays, la cohésion sociale, la protection des droits et libertés, cela en plus de garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire. والتماسك الاجتماعي وحماية الحقوق والحريات إلى جانب ضمان استقلالية السلطة القضائية. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a rappelé que cette constitution sera soumise au référendum le 1er novembre prochain au peuple en sa qualité de souverain et seul et source de tous les pouvoirs, fidèle au principe de la déclaration du 1er novembre pour bâtir un État de droit, un État d'institution et un État démocratique et social. On écoute le Premier ministre. يعرض هذا الدستور يوم الفاتح من نوفمبر 2020 على استفتاء الشعب Cette constitution sera soumise le 1er novembre prochain à un référendum du peuple en sa qualité de souverain et source de tous les pouvoirs. Le dernier mot lui revient en toute liberté. Notre confiance est grande en le peuple algérien qui nous a habitués par le passé et à chaque étape cruciale de son histoire, il saura adopter ce projet qui répondra à ses attentes et à ses espoirs exprimés durant le Hirak béni et authentique du 22 février 2019. La date du 1er novembre 2020 sera un deuxième jalon historique témoignant de la volonté de notre peuple de relever tous les défis et les difficultés afin de se libérer de toutes les contraintes et bâtir un État de droit, un État des institutions, un État démocratique et social, fidèle au principe de la déclaration du 1er novembre, un État qui sera construit avec la participation de tous ses enfants, comme ce fut le cas durant la glorieuse révolution de novembre 1954, sans aucune distinction, aucune exclusion. Ils vont bénéficier tous de ces richesses de manière équitable dans la cohésion sociale, l'union nationale et la fraternité. Et le Premier ministre Abdelaziz Jarrad effectuera demain une visite de travail dans la wilaya de Annaba. Le Premier ministre donnera le coup d'envoi officiel des examens du baccalauréat. Il effectuera par la suite une visite d'inspection et de travail dans la wilaya. Notre envoyé spécial, Amel Bouakba, est sur place. Donc le Premier ministre Abdelaziz Jarrad donnera le coup d'envoi officiel des examens du baccalauréat ici à partir donc de Annaba, le coup d'envoi des examens du baccalauréat 2019-2020, donc des examens qui se déroulent cette année dans une conjoncture inédite. Coronavirus oblige, et donc pour lequel des normes d'importants moyens ont été mobilisés pour la sécurité des candidats. Donc par la suite, le Premier ministre se rendra au complexe sidérurgique d'El Hadjar où un exposé lui sera donc présenté dans le cadre de la relance économique et dans le cadre du plan de développement de ce complexe. Il faut dire enfin que la wilaya de Annaba dispose de potentialités importantes, des potentialités dans le cadre aussi bien économique, touristique qu'agricole. Le défi à relever est justement d'exploiter ces atouts, des perspectives prometteuses pour une Algérie nouvelle. Direct avec nous à partir de la wilaya de Annaba et on suivra cette visite du Premier ministre Abdelaziz Jarrad dès demain. À partir de demain jusqu'au 17 septembre, près de 638 000 candidats passeront l'examen du baccalauréat. Sur le fond, rien ne va changer, mais sur la forme, les établissements s'organisent et mettent en place, vous allez le voir, des protocoles sanitaires et augmentent le nombre de surveillants. Badia Amarni. C'est là l'ambiance du déroulement de l'examen du baccalauréat durant les années précédentes. Cette année, les choses sont différentes. Cet examen national intervient dans un contexte particulier marqué par la Covid-19 et l'adoption d'un protocole sanitaire dans les centres d'examen.
Le bac 2020 est un examen exceptionnel puisque les mesures de prévention sanitaire seront appliquées en adoptant la distanciation sociale, la mise à la disposition des candidats du gel hydroalcoolique, la désinfection des salles d'examen, des salles de réunion et celles des enseignants, de même que les sanitaires. Cette année, plus de 630 000 candidats passeront leur examen du baccalauréat. Durant 5 jours, les élèves répartis sur plus de 2200 centres d'examen auront à donner le meilleur de ce qu'ils ont appris pour décrocher le fameux sésame qui leur permettra d'accéder à l'université. Les mesures prises sont les mêmes que les années précédentes, sauf que cette fois-ci, le nombre de surveillants et d'encadreurs mobilisés sera beaucoup plus grand pour parer toute éventuelle urgence. Côté organisationnel, les candidats seront encadrés par 164 000 encadreurs, dont 149 000 enseignants. La concentration et le calme sont requis pour réussir les épreuves du baccalauréat qui débuteront demain. Dans l'actualité de ce samedi, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a réaffirmé aujourd'hui, lors du colloque national sur les exportations dans le domaine des travaux publics, il a réaffirmé la détermination du gouvernement à encourager les exportations hors hydrocarbures. Plusieurs mesures seront mises en place pour éliminer les entraves et les restrictions bureaucratiques. Des facilitations seront accordées au profit des entreprises productrices et exportatrices. Couverture de Wahiba Houam, commentaire signé Badia Amar. Dans une allocution lue par le ministre délégué chargé du commerce extérieur, Aïssa Bekay, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a indiqué la nécessité d'emprunter une stratégie aux contours clairs dans le cadre de la relance économique. La valorisation des grandes expertises nationales et l'exportation des services dans le secteur des travaux publics est aujourd'hui nécessaire. La plupart des grands chantiers sont pris en charge par des entreprises algériennes publiques et privées. Il est nécessaire pour nous de mettre en place un cadre à même de faciliter toutes les opérations d'exportation des services dans les travaux publics. Lors d'un colloque national sur l'exportation dans le secteur des travaux publics, le Premier ministre a appelé à œuvrer au renforcement du cadre institutionnel et administratif en vue d'inciter les entreprises nationales à exporter et à investir les marchés internationaux. Le secteur des travaux publics est doté d'un énorme potentiel humain et matériel qui lui permet d'aller à l'international. Les entreprises algériennes ont des potentialités. Elles ont démontré leur capacité en Algérie et elles veulent le faire à l'international. Beaucoup d'entraves à cela ont été relevées. On va les débattre aujourd'hui. En tant que secteur des travaux publics, nous avons les capacités d'exporter pour un montant de 500 millions de dollars annuellement, appelé à augmenter dans les prochaines années. D'importantes recommandations ont été émises par les experts présents à cette rencontre. Il s'agit d'inciter et d'encourager les opérateurs économiques à asseoir la culture de l'exportation et de croire en les capacités compétitives de leurs produits et services. Les banques ont été appelées à les accompagner pour atteindre leurs objectifs. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hamdani, a annoncé aujourd'hui la réouverture officielle de la chasse à partir du 15 septembre prochain jusqu'au mois de février prochain. Après plus de 25 ans de suspension en raison de la situation sécuritaire qu'a connue le pays durant les années 90. Le ministre a réaffirmé que la reprise et l'organisation de l'activité de chasse étaient à même de contribuer à la préservation de l'équilibre écologique et biologique et des richesses naturelles. Cette annonce a eu lieu en présence des membres de la Fédération nationale des chasseurs, des fédérations de wilaya et des cadres de la direction de forêt. En voici maintenant un reportage qui va certainement intéresser les cadres du ministère de l'Agriculture. Surnommé l'or rouge, le safran est un marché de niche. En Algérie, les exploitations se comptent sur les doigts d'une seule main, comme celle de Hamid Aftis, ingénieur en sécurité informatique en France. Il a décidé de rentrer et investir en Algérie dans son exploitation. Il a banni les pesticides et les insecticides, vous allez le voir, depuis 2012. Il cultive un safran 100% naturel. Jazia Bayou l'a rencontré dans son village d'Agouni, dans la wilaya de Tizi Ouzou. Reportage. C'est au mont du Durdura, en Haute-Kabylie, que notre ambitieux safranier a pu réaliser son projet. Hamid Aftis, ce jeune électronicien de formation, a toujours désiré valoriser les terres familiales situées à Agouni, à 50 km de la wilaya de Tizi Ouzou. Et c'est en 2012 que tout a commencé.
Hamid quitte la France où il est né et travaillait en tant qu'ingénieur commercial. Il achète ses premières bulbes et crée ainsi sa première safranière. Je me suis dit, bon, le safran pousse partout dans le bassin méditerranéen, il n'y a pas de raison qu'il ne pousse pas en Algérie, ça pousse au Maroc, ça pousse en Tunisie, ça pousse en Grèce, ça pousse en Espagne, ça pousse en France, ça pousse partout. Donc il n'y a aucune raison que ça ne pousse pas. Donc ça a été effectivement un test positif et par la suite, j'ai plutôt été encouragé par certains clients et donc là maintenant, effectivement, le projet tourne à plein régime. Sur cette terre familiale qui s'étend sur une superficie de 2000 m², ce safranier réalise son projet avec ses propres fonds. Il plante en cette saison environ 1000 bulbes bio pour garantir une belle floraison. La première année, j'ai planté 40 kg de bulbes pour récolter environ 5 grammes. Donc il a fallu que les bulbes s'acclimatent au sol de Kabylie pour que l'on puisse ensuite effectivement attendre à ce que le rendement soit bien meilleur. Mais sur les 2000 m² qui sont plantés, je n'ai pas tout exploité. C'est-à-dire qu'il y a des parties qui sont effectivement, malgré moi, en dormance, faute de main-d'œuvre, de désherbage et de choses comme ça. Parce que je travaille uniquement à la main, donc aucun produit chimique, aucun produit phytosanitaire, donc tout est entièrement naturel et bio comme on dit ailleurs. Concernant les bulbes, faut-il les acheter à chaque plantation? Non, on les achète une seule fois les bulbes, hein. Sauf si effectivement on les perd, sauf s'ils gèlent ou sauf si il y a vraiment quelque chose qui se passe et qu'on n'a plus de bulbes. Et elle coûte cher? D'après les échos que j'en ai, ça peut coûter entre 12, 15 et 20 000 dinars le kilo. Travaillant seul, Hamid assure lui-même la plantation et la commercialisation de sa production. Un travail pénible qui demande beaucoup d'efforts physiques et de prospection. Avec une seule récolte par an, le rouge demeure l'épice la plus chère au monde. En Algérie, son coût s'élève à 6 000 dinars le gramme. Son utilisation est multiple. Il n'est pas considéré uniquement comme un produit consommable. Le safran pourrait être utilisé aussi bien dans des industries pharmaceutiques que cosmétiques et même textiles. Une raison pour laquelle Hamid Aftis n'a pas regretté d'avoir investi dans la filière safranière. Un créneau rentable qui ne manque pas de recommander. C'est une expérience très positive, donc j'envisage les gens à faire du safran de qualité et éventuellement que l'État puisse encadrer la vente par la création de coopératives par exemple. Après plusieurs années de dur labeur, ce jeune safranier savoure aujourd'hui sa réussite qu'il a réalisée grâce à son énergie débordante et son attachement à ses origines. Du sport à présent, la plus haute instance sportive du pays, un nouveau président, Hamad Abdelrahman, le nouveau président du comité olympique et sportif algérien, a été élu avec 105 voix dont 60 voix des fédérations olympiques. 3 candidats étaient en lice après le retrait d'un candidat. L'élection s'est déroulée ce matin à Alger. Le nouveau président du comité olympique algérien se dit prêt à des concertations avec tous les athlètes algériens. Mokhtar Hamani. Habitué aux premières marches des podiums, l'aigle Abdelrahman Hamad a encore une fois survolé ses adversaires respectifs en devenant le successeur du démissionnaire Mustapha Barraf à la tête du comité olympique algérien. 105 voix lui ont en effet permis d'atteindre la présidence de l'instance contre 32 pour Mustapha Qarboua et 5 seulement en faveur de Soumaya Fergani. Et la fierté, c'est ce sentiment qui revient à chaque victoire du champion. Je suis fier. Mais je sens aussi que la responsabilité est grande. Donc je pense que vu qu'il ne laisse pas beaucoup de temps avant la fin de ce mandat, donc il faut que le comité olympique retrouve sa sérénité et la stabilité. Et tout ça, c'est avec la concertation, avec tout le mouvement olympique, notamment les fédérations et les athlètes, afin de permettre à nos athlètes de préparer dans les meilleures conditions possibles. Une victoire certes savourée par l'heureux élu, mais aussi saluée sportivement par les 2 autres candidats. L'Assemblée générale est souveraine. Les membres de cette Assemblée ont voté démocratiquement. Ils ont donné leur voix, on respecte tout ça. Les élections se sont passées dans de très très bonnes conditions. Je n'ai rien à dire sur ça. Je souhaite félicitations, bon courage à Ahmed.
Et j'espère que sa réussite sera pour le bien du sport et des sportifs. Quant au quatrième candidat, Sidi Ali Lebib, ce dernier s'est retiré la veille pour les raisons suivantes. Pour moi, ces élections ne respectent pas les critères de transparence. J'ai annoncé mon retrait, car l'Assemblée générale ne respecte pas les critères de prévention contre le Covid-19. Je suis médecin et je sais de quoi je parle. L'élection de Abdelrahman Hamed coïncide ainsi avec une saison olympique pas comme les autres, des Jeux reportés et un retard accusé dans la préparation de l'élite algérienne en raison de la pandémie. Je pense qu'il faut la concertation avec tout le mouvement olympique et tous les athlètes, notamment les anciens, les présidents de fédération, afin que chacun propose des solutions à des problèmes, puisque vous connaissez bien que les athlètes ils sont tout le temps surtout après ce Covid. La reprise, elle est difficile, donc il y a toujours des problèmes. Donc je pense qu'avec la concertation de tout le monde, on peut retrouver la sérénité et la tranquillité afin que nos athlètes soient dans les meilleures conditions. Du pain sur la planche pour le 12e président du comité olympique algérien et une autre barre haute à franchir pour le sauteur en hauteur. Et justement, pour avoir plus de détails, nous recevons sur ce plateau le rédacteur en chef du service des sports à Canal Algérie, notre collègue Mortar Hamani. Mortar, bonsoir, vous avez couvert ces élections ce matin. Alors, quelles sont les urgences aujourd'hui pour le nouveau président du comité olympique sportif algérien ? Déjà, il s'agira d'achever les dossiers en cours durant ce mandat olympique, et donc, qui ont été, il faut le reconnaître, gérés de main de maître par Mohamed Merija, le président par intérim, qui doit rejoindre l'Angleterre après l'arrivée de Abdelrahman Hamed à la tête de ce comité olympique algérien. Également la prise en charge de l'élite nationale. Quand je parle de l'élite, c'est ceux qui doivent participer aux Jeux olympiques, et il faut reconnaître également que nous accusons un retard immense, plus de 6 mois presque d'arrêt, puisqu'on s'est contenté de quelques entraînements qui ne compensent pas le manque de préparation. Et ensuite, se projeter sur un dossier très très important, à savoir les Jeux méditerranéens que Coran doit organiser en 2022. On va dire qu'heureusement qu'il y a eu ce report dû à la pandémie. C'est une aubaine pour nous pour préparer ces Jeux méditerranéens. En grosso modo, ce sont les grands chantiers pour Abdelrahman Hamed. Une dernière question, Mortal. Vous avez évoqué les Jeux méditerranéens qui auront lieu à Oran, mais aussi les Jeux olympiques qui auront lieu à Tokyo. Quelles sont les chances de nos athlètes ? Déjà, on va parler de Toufiq Makhloufi, le médaillé d'or de Londres 2012, le double médaillé d'argent de Rio 2016 et vice-champion du monde du dernier mondial de Qatar l'année dernière. Donc potentiellement, il est en course pour l'une des trois premières places du podium du 1500 mètres. Il y a également Abdelmalik Lahoulou qui a réalisé un exploit de se qualifier en finale du 400 mètres haies la saison dernière lors du mondial de Qatar. Il envisage d'atteindre le podium cette saison. En lutte associée, nous avons Sid Ahmed Azara également qui peut faire sensation, et sans oublier nos boxeurs, nos judokas qui sont habitués au podium. Et on suivra le parcours de tous ces athlètes avec vous, Mortar Hamani. Merci pour toutes ces précisions. Abdelrahman Hamed, médaillé de bronze au JO 2000 de Sydney, élu, on vient de le voir, à la tête du comité olympique et sportif algérien. Hamed devient ainsi le 14e président du comité olympique et sportif algérien depuis sa création en 1963. Son portrait est dressé ce soir par Sid Ahmed Bouraïb. Souvent timide sur le plan médiatique, Abdelrahman Hamed n'a jamais eu froid aux yeux quand il s'agissait de réaliser de grands résultats pour représenter dignement l'Algérie. L'enfant de Délice et du Mouloudia reste l'Algérien le plus haut, grâce à ses 2,34 m réalisés au championnat d'Afrique d'Alger en 2000, une performance qui constituait alors un record d'Afrique et l'une des 5 meilleures performances mondiales de l'époque. La même année, il réussit à offrir le bronze à l'Algérie, une performance unique qui n'a pas été égalée jusqu'à présent. Après une brillante carrière en tant qu'athlète,
Hamad n'a pas tardé à séduire les dirigeants du comité olympique algérien qui ont vu en lui les qualités d'un futur grand gestionnaire. Aussitôt mis dans le bain, il réussit à gérer de main de maître ses premières missions, notamment celle de chef de délégation algérienne aux Jeux olympiques de la jeunesse de Buenos Aires. C'est donc tout logiquement qu'il se retrouve aujourd'hui à la tête du COA et avec d'autres challenges à réussir. Voilà pour ce portrait. Comme chaque jour, on fait le point sur la situation sanitaire en Algérie. On découvre le dernier bilan avec le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus, le docteur Jamal Fourar. Les principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants. 255 nouveaux cas, 213 nouvelles hospitalisations, 152 patients guéris, 36 patients en soins intensifs et 6 décès. Avec 255 nouveaux cas enregistrés, l'incidence est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants au cours des 24 dernières heures. 22 wilayas n'ont pas déclaré de cas au cours des 24 dernières heures. 18 wilayas ont enregistré entre 1 et 9 cas et 8 wilayas ont enregistré 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, ils sont au nombre de 6 nouveaux décès, rahimahumullah. Pour ce qui est des patients hospitalisés durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 213 patients. Les patients guéris à ce jour, leur nombre est de 33 875 patients, dont 152 guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux 36 patients hospitalisés en soins intensifs. Et pour terminer, comme d'habitude, nous disons à notre population de rester très vigilante, de respecter entièrement les règles de prévention, notamment l'hygiène des mains, la distanciation physique et surtout le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. Ce communiqué maintenant du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales suite à la reprise des activités de la chasse qui entrent dans le cadre des efforts des autorités publiques visant au développement des activités à caractère associatif, sportif et de divertissement tout en préservant l'équilibre écologique. Le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire rappelle aux citoyens la nécessité de respecter les lois en vigueur, notamment l'article numéro 0704 datant du 14 août 2004 relatif à l'activité de la chasse. Le ministère rappelle également la nécessité de la poursuite des activités organisationnelles dictées par ou dans les deux décrets exécutifs numéro 386-06 et numéro 387-06 datant du 31 octobre 2006. Dans l'actualité judiciaire, le parquet général du tribunal de Sidi Mohamed à Alger a requis aujourd'hui des peines allant de 10 à 20 ans de prison ferme avec la saisie des biens à l'intérieur et à l'extérieur du pays à l'encontre des 3 frères Kouninef et du gérant du groupe QGC dont ils sont propriétaires. Les frères Kouninef ainsi que le gérant du groupe QGC, Qaddour Ben Tahar, placé depuis avril 2019 sous mandat de dépôt, sont poursuivis pour plusieurs chefs d'inculpation dont trafic d'influence, blanchiment d'argent, obtention d'un dû avantage, détournement de foncier et de concessions et non-respect des engagements contractuels dans la réalisation des projets publics. Le parquet général a requis 18 ans de prison ferme à l'encontre de Reda, 15 ans à l'encontre de Tarek Noah et Abdelkader et Karim et 10 ans à l'encontre de Qaddour Ben Tahar avec une amende de 8 millions de dinars pour les 4 accusés. La peine la plus lourde a été requise contre Souad Nour avec 20 ans de prison ferme, une amende de 8 millions de dinars et le lancement d'un mandat d'arrêt international contre elle. Des peines allant de 3 ans à 6 ans de prison ferme avec des amendes d'1 million de dinars ont été requises à l'encontre de 10 personnes également impliquées dans l'affaire, essentiellement des cadres des ministères de l'Industrie, de l'Agriculture, de l'Hydraulique, de l'Énergie, des télécommunications ainsi que d'autres secteurs où le groupe QGC a obtenu des marchés. Ce communiqué du ministère de la Défense nationale, la frégate espagnole, le SPS Álvaro de Banzan F-101 du 2e groupe naval permanent de l'OTAN a accosté ce matin au port d'Alger pour une escale de 3 jours dans le cadre de la coopération militaire avec l'organisation du traité atlantique de l'Atlantique Nord. Le commandant du 2e groupe naval permanent de l'OTAN, accompagné du commandant de la frégate espagnole, ont rendu une visite de courtoisie au commandant de la façade maritime centre, première région militaire. Lors de cette escale, une unité flottante des forces navales algériennes exécutera en coordination avec le bâtiment du 2e groupe naval permanent de l'OTAN un exercice en mer de type
PASEX. L'escale s'inscrit dans le cadre des activités de coopération militaire du ministère de la Défense nationale avec les pays de l'OTAN dans le domaine de la défense qui vise à promouvoir l'échange d'expériences et le développement des capacités de nos forces armées. On ne quitte pas la mer pour évoquer avec vous l'histoire de l'un des plus anciens chalutiers en Algérie. Il s'appelle Ammar II. Il vient de Finlande, il est gourmand en entretien. Il a été utilisé comme décor de cinéma dans le film Saha Yad Ahmed. Mais cela ne va pas le sauver. Son propriétaire ne supporte plus les coûts des entretiens. Reportage de Samira Hajamar. Taille 16 mètres, prénom Muammar II, origine finlandaise, né en 1968. Il s'agit là de l'un des plus vieux chalutiers en activité en Algérie, un héritage de père en fils. C'est un bateau finlandais. Il a été acheté en Suède en 1976, dans l'Algérie. C'est mon père qui a ramené ce bateau. C'est une histoire de famille, mais aussi de cinéma, puisque Muammar a servi au tournage du téléfilm Saha Yad Ahmed, réalisé en 1980. Ce film-là, il a fait un film avec les acteurs algériens, avec Boujma Al-Anqis, Al-Badji, Dahma Al-Harrachi. C'est le film de Dahma Al-Harrachi, c'est lui l'acteur qui a fait ce film-là. Même il était l'Hashmi. L'Hashmi Grouabi qui était à bord dans ce bateau-là. Sa particularité, Muammar II exige beaucoup de soins et d'attention. C'est son propriétaire, Cheikh Batman, patron pêcheur, qui le dit. Unique dans l'Algérie, il est construit en fer et en bois et en bronze. Mais on a toujours des problèmes. C'est un ancien bateau. Mais le problème, les réparations d'Yalou, ça coûte très cher. Mais on voudrait réparer ce bateau-là. Mais ça coûte. On ne peut pas les réparer complètement. Ça coûte le bois, ça coûte le fer. Même les réparations d'Yalou, ça coûte très cher. Par heure, ça coûte très cher. Et pourtant, c'est le patron pêcheur qui s'est résigné à mettre en retraite Muammar II. Le vieux chalutier de 52 ans finira peut-être ses jours sur cale au chantier naval de l'Ecorep, ou bien aura-t-il une seconde vie au musée de la Marine pour le plus grand plaisir du public amateur. L'Ecorep, elle peut prendre la coupe Théo, la coque Théo, elle peut prendre les membrines Théo. Ils vont fabriquer des autres bateaux comme celui-là. Parce que c'est des bateaux solides, c'est des bateaux de la haute mer. Ils ont fait pour eux de la haute mer. Nous, dans la Méditerranée, on ne demande pas les grands bateaux parce que nous avons une grande mer. Mais ils ont une grande mer. La moitié du bateau, elle est en bas, au-dessous de l'eau. Les Corées, le musée, ils s'aident. يعطيوني un coq, نعطيهم cadeau. C'était la dernière information dans ce journal. Avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Le texte de loi relatif à la révision de la Constitution a été adopté aujourd'hui à la majorité par les membres du Conseil de la Nation lors d'une séance plénière. Nous avons écouté le président par intérim du Conseil de la Nation, Salah Koudjil, et le Premier ministre, Abdelaziz Jarrad. Le coup d'envoi officiel du baccalauréat sera donné demain à Annaba par le Premier ministre Abdelaziz Jarrad. Il effectuera une visite de travail dans la wilaya. Nous étions en direct avec notre envoyé spécial. Encourager les exportations hors hydrocarbures, une priorité pour le gouvernement. Nous avons vu les orientations et décisions prises lors du colloque national sur les exportations dans le domaine des travaux publics. La plus haute instance sportive du pays a un nouveau président, Ahmed Abdelrahman. Nous avons
Nous sommes revenus sur son élection et nous avons vu son portrait. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay de vos programmes. Belle soirée.